Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder la première leçon de chimie pour les premières années du baccalauréat sciences maths ou sciences expérimentales. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la mesure en chimie. أهمية القياس في الكيمياء. Alors, pourquoi mesurer en chimie? Et posons la situation suivante. Lorsque vous achetez un produit de consommation, par exemple, une bouteille d'eau minérale. Connaissez-vous les constituants de cette eau minérale? Alors, si vous regardez cette bouteille-là, vous constatez qu'il porte une étiquette. Et cette étiquette-là contient des informations sont données par le fabricant. Ce fabricant-là doit respecter une loi. Au Maroc, c'est le numéro 3108. C'est un texte législatif qui dicte les mesures prises pour la protection des droits des consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur a le droit de l'information. C'est pour cela que vous constatez que la bouteille porte cette étiquette-là. Qu'est-ce qu'il contient cette étiquette? Alors prenons un exemple. Ici, comme vous l'observez, j'ai ici deux étiquettes de deux bouteilles d'eau minérale. Il y a l'étiquette A et l'étiquette B. Bon, une question ici. Quelles sont les informations portées sur les étiquettes des bouteilles d'eau minérale? Et examinons les informations portées sur les étiquettes de ces deux bouteilles en posant les questions suivantes. Quelles sont les espèces chimiques contiennent-elles la contenu dans ces deux bouteilles? Que représentent les données chiffrées? Ces eaux ont-elles les mêmes propriétés? Alors, pour répondre à ces questions-là, essayons d'examiner ces deux étiquettes-là. Alors, je reviens ici à ces deux étiquettes et quelles sont les espèces chimiques qu'ils contiennent ces deux bouteilles. Bon, ce qu'on observe ici, qu'il est écrit calcium, magnésium, sodium, potassium, chlorure, sulfate, bicarbonate, fluor dans les deux étiquettes. Ces espèces-là, ce sont des espèces chimiques ioniques. Le calcium, c'est l'ion calcium. Magnésium, c'est l'ion magnésium, Mg2+. Sodium, c'est Na+. Potassium, c'est K+. Chlorure, c'est L-. Sulfate, SO4-, bicarbonate, HCO3-, fluor, F-. Donc, ces étiquettes-là contiennent des anions et des cations. Devant chaque ion, il y a une valeur. Cette valeur-là, que représente-t-il? Il représente la concentration massique des différentes espèces et qu'il est exprimé en milligrammes par litre, comme il indique sur l'étiquette. Minéralisation moyenne en milligrammes par litre. Par exemple, l'étiquette A, il contient des ions calcium, Ca2+. À quoi est égale sa concentration massique? C'est 89,2 mg par litre. Alors, qu'est-ce que c'est que la concentration massique? On va définir cette grandeur-là chimique qui est la concentration massique. Vous connaissez bien la concentration molaire volumique. C'est la quantité de matière de l'espèce chimique sur le volume de la solution. Alors, on définit ici la concentration massique. On appelle aussi teneur ou titre massique, qu'on le note c'est indice M d'une espèce chimique en solution. C'est le rapport de la masse de cette espèce chimique qui est dissous et qui est exprimé en grammes sur le volume de la solution qui est exprimé en litres. Et l'unité, en général, est exprimée, pratiquement, elle est exprimée en grammes par litre ou bien milligrammes par litre. Bon, revenons aux informations qui sont notées sur chaque étiquette et on compare ces deux étiquettes-là. C'est-à-dire, vous voyez bien ici que les deux eaux minéraux contiennent sensiblement les mêmes espèces chimiques, mais en quantité qui est différente. Je donne ici un exemple. L'étiquette A contient par exemple le bicarbonate. Le bicarbonate dans l'étiquette A, c'est 214 mg par litre. Dans l'étiquette B, il contient 239 mg par litre.
Voilà, la différence, c'est pour cela qu'il faut bien informer le consommateur. Le fabricant doit informer le consommateur de ce qu'il va boire. Par exemple, pour une personne qui souffre d'une maladie, par exemple la tension artérielle, donc il doit prendre l'eau minérale qui contient moins de sel. Par exemple, pour le chlorure ou pour les fluors, ce sont des sels. Prenons par exemple magnésium, le magnésium 4,1, 8,6. Par exemple aussi le chlorure 29, 28. Le sulfate 53, 32. Donc il y a une différence nette entre la quantité des espèces dissoutes dans chaque eau minérale. Donc, on peut conclure que les deux eaux minérales n'ont pas les mêmes propriétés. C'est pour cela que le fabricant il est obligé d'informer le consommateur de ce qu'il boit. Ou là, les constituants, ou bien la quantité des constituants contenus dans la bouteille qu'il utilise. Donc, comme conclusion, c'est-à-dire pour informer le consommateur, le fabricant indique sur l'emballage la composition du produit alimentaire en général. C'est-à-dire, il doit noter la nature et aussi la masse des espèces qu'il contient. Alors, tout le monde connaît bien le rôle du lait et sa richesse nutritionnelle pour le corps humain. Alors, posons la question, c'est-à-dire pourquoi contrôler la qualité du lait? La richesse nutritionnelle du lait est contrôlée grâce à la mesure de sa densité et son état de fraîcheur est surveillé aussi par les mesures du pH. Alors prenons par exemple pour un lait de qualité, il faut que la densité soit comprise entre 1,030 et 1,034 et le pH entre 6,5 et aussi 6,7. Alors, soit au cours d'un contrôle de la qualité d'un lait, on constate que sa densité est égale à 1,032 et son pH est égal à 6,6. Alors ici, rappelons la définition de la densité par rapport à l'eau et aussi la qualité de ce lait est-elle satisfaisante. Premièrement, la densité. Alors, rappelons la définition de la densité par rapport à l'eau. Alors, on définit la densité D par rapport à l'eau d'un liquide ou d'un solide par le quotient de la masse M de ce liquide ou d'un volume V de ce liquide ou de ce solide par le même volume V d'une masse M0 de l'eau. Et on l'exprime par la relation suivante, D est égal à M sur M0. On peut aussi l'exprimer à l'aide de la masse volumique, c'est-à-dire on va diviser les deux membres par V. Donc il me donne ici D est égal à rho du solide ou bien du liquide sur rond de l'eau. Alors ici, vous remarquez bien que la densité n'a pas d'unité. Bon, pour la densité de ce lait, on remarque bien qu'il est compris entre 1,030 et 1,034. Donc, sa richesse nutritionnelle est satisfaisante. De même, son pH, s'il se trouve dans les normes, donc son état de fraîcheur, il est correct. Alors, pourquoi on fait cette mesure-là, la mesure de la qualité du lait? C'est pour surveiller ici. Alors, on peut aussi mesurer pour protéger, c'est-à-dire pour protéger le consommateur, par exemple des doses journalières admissibles, DJA, en majuscule. C'est la quantité ou la représente la quantité d'une substance pouvant être ingérée quotidiennement durant toute une vie, sans entraîner de risques appréciables pour la santé d'un individu. Par exemple ici, le DJA en ion nitrate vaut 3,65 mg par kg de masse corporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser par jour 3,65 mg de nitrate par kilogramme. Alors, pourquoi on établit ces valeurs? C'est-à-dire pour protéger le consommateur des additifs alimentaires ou les résidus de pesticides dont la présence dans les aliments répond à des besoins techniques ou qui sont nécessaires pour protéger les plantes. C'est d'après l'Organisation mondiale de la santé. Alors, comme conclusion, pour surveiller et protéger notre environnement ou notre santé, le contrôle de la qualité du produit agricole-alimentaire, de l'air, de l'eau, etc., nécessite des mesures nombreuses et variées. Parmi ces mesures-là, par exemple, la mesure de la concentration massique, le pH,
la densité, etc. Par exemple, la qualité du lait, la potabilité d'une eau. Alors, maintenant, lorsqu'on tombe malade, le docteur nous demande de faire des analyses. La question que je pose ici, c'est pourquoi il nous demande de réaliser ces analyses-là, surtout réaliser les analyses de sang. Et essayons de prendre ce document-là, qui est un extrait du résultat d'analyse de sang d'un patient, et observons le bilan de cette analyse de sang. Par exemple, ici, dans cette feuille d'analyse, c'est un extrait des résultats d'une analyse de sang d'un patient. On a deux résultats, le résultat de l'urée et le résultat du cholestérol. Alors, pour l'urée, c'est 0,86 g par litre. Et le domaine, c'est-à-dire des valeurs qui sont considérées comme normales, est de 0,70 à 1,10. Et pour le cholestérol, de 72 g par litre. Et aussi, le domaine est de 1,50 à 2,20 g par litre. Essayons d'interpréter ce résultat-là. Bon, le taux d'urée, comme vous observez ici, que de ce patient-là se situe entre les valeurs normales, 0,86, donc il se situe entre 0,70 et 1,10, mais le cholestérol, il est hors de ce domaine-là. Donc, dans ce cas-là, le médecin prescrira un traitement adapté pour abaisser le taux de cholestérol. Donc, on réalise un bilan de sang. C'est pour que le médecin mette en œuvre un traitement qui corrige les valeurs situées en dehors de la norme. Donc, ici, on mesure pour agir. Il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, on contrôle les eaux de piscine. C'est aussi pour agir. Donc, des mesures chimiques ou physiques, c'est-à-dire le pH, concentration massique, densité, effectuées lors d'analyses permettant de mettre en œuvre des traitements pour corriger les valeurs situées en dehors des normes. Conclusion, mesurer en chimie, c'est pour informer, surveiller, protéger et agir. Alors maintenant, répondons à la deuxième question. C'est comment mesurer en chimie. Alors premièrement, les multiples techniques de mesure utilisées doivent être adaptées à l'objectif fixé. Alors, c'est-à-dire pour chaque grandeur physique ou chimique qu'on doit mesurer, il lui convient un instrument de mesure convenable. Par exemple, pour mesurer le pH, donc on va utiliser comme instrument le pH mètre ou bien papier pH. Pour mesurer la densité, par exemple, un densimètre. Pour mesurer la température, un thermomètre, etc. Alors, la mesure, dans ce cas-là, il dépend de l'instrument de mesure qu'on utilise. Et aussi, les techniques de mesure dépendent de l'efficacité, de la précision des appareils. Parlons premièrement de la précision. En chimie, il y a des mesures approximatives et des mesures précises. Prenons un exemple. Pour mesurer le pH d'un corps, on peut utiliser deux dispositifs, le papier pH ou bien le pH mètre. Quelle est la différence entre ces deux dispositifs? Commençons par le papier pH. Alors, le papier pH indique le résultat de la mesure à l'aide de changements de couleur lorsqu'on imbibe un petit morceau dans la solution et on le compare à une gamme de couleurs notées sur une boîte de papier qui contient une échelle de teinte. Donc, dans ce cas-là, on peut trouver que le pH inférieur à 7, qui prend des couleurs soit jaune, soit orange, soit rouge, ou bien pH supérieur à 7, couleur verte, couleur bleue ou couleur violette. Alors, donc, la mesure qui nous donne cette méthode-là, il est approximative. Donc, par exemple, prenons maintenant le cas d'un pH mètre. Donc, le pH mètre est un appareil qui nous donne directement le résultat sous forme d'une valeur très précise, soit à 1 centième près ou 1 dixième près. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? On conclut que les deux dispositifs qu'on a utilisés, premier dispositif qu'on a utilisé, le papier pH, c'est une méthode qui est approximative. La deuxième méthode, c'est une méthode précise. Donc, en conclusion, une mesure ne nécessite pas d'une grande précision, peut être réalisée avec un matériel simple. Par exemple, ici, comme on a vu, le papier pH. Une mesure précise nécessite un matériel plus élaboré, exemple le pH mètre. Alors, deuxièmement, parlons des mesures en continu ou par prélèvement.
Une mesure en continu permet de suivre en temps réel l'évolution d'une grandeur et nécessite l'utilisation d'un capteur adapté. Exemple, le système télémétrique permet de contrôler la pollution de l'air. Pour avoir un résultat ponctuel, il faut effectuer un prélèvement dont le contenu sera analysé ultérieurement en laboratoire. Et en prenant ici un exemple dans le cas d'analyse de l'air. Il est utile de connaître le teneur en ozone O3, en dioxyde d'azote NO2 et en dioxyde de soufre SO2. Grâce à des mesures en continu, les résultats connus en temps réel indiquent la pollution du jour, voire de l'heure. Cependant, cette méthode ne s'applique pas à certains polluants, tels que par exemple les hydrocarbures ou autres composés organiques volatiles. Dans ce cas, il faut effectuer un prélèvement dont le contenu est analysé ultérieurement en laboratoire. Il y a aussi des mesures destructives ou non. Alors, qu'est-ce qu'une mesure destructive? Lorsque l'échantillon analysé est disponible en faible quantité ou doit subir d'autres analyses, on choisit une méthode non destructive. Exemple, dans le sang, pour déterminer en continu la teneur de dioxygène, il est impossible de réaliser des prélèvements. Donc la détermination s'effectue grâce à un capteur que le médecin adapte au niveau d'un orteil ou d'un doigt. Cette mesure est qualifiée de non destructive. Dans le cas contraire, on peut utiliser une méthode destructive, mettant en jeu une transformation chimique. Par exemple, le titrage ou le dosage, pour calculer le teneur d'une espèce chimique qui se présente dans un échantillon. Pour cela, on réalise un titrage au cours duquel l'espèce chimique sera détruite lors d'une transformation chimique. C'est-à-dire, on verra bien la notion ou bien la méthode. Cette méthode-là, c'est parmi les objectifs de la chimie de première année baccalauréat. Et voilà, merci. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.